Bonjour. Alors, quel est le point commun entre une écharpe, un jean, un mug, la litière de votre chat, une canne, des lunettes? Le point commun dans cet inventaire à l'après-vert, c'est que tous ces objets de notre quotidien donc, sont connectés. Certains, on les a vus lors du dernier CES de Las Vegas, qui est donc la grand-messe de la technologie et de la high-tech. Bon, certains sont peut-être anecdotiques, d'autres plus intéressants. Savoir le mug vous dit si il faut que vous buviez votre café parce qu'il va refroidir. Le jean, il vibre quand vous approchez de la pharmacie que vous étiez en train de chercher. L'écharpe, elle vous signale si vous êtes dans une zone à haut risque de pollution. La canne, elle peut alerter sur une chute éventuelle de la personne qui s'en sert. Il y a donc 15 milliards d'objets connectés. Il y en aura en 2021 50 milliards, voire certains disent 80 milliards, tant le chiffre est difficile à cerner au regard du côté exponentiel de ces objets qui nous concernent tous, qu'ils sont partout et qui seront partout, à la maison, dans la santé. L'Ordre des médecins a déjà fait la seconde mouture de son livre blanc de la e-santé. Ils sont évidemment aussi dans les transports et ils seront dans nos villes. Alors, est-ce que ces objets nous veulent du bien, c'est-à-dire nous faciliter la vie, nous la simplifier, la rendre plus belle, plus ludique aussi, ou bien sont-ils de grands inquisiteurs qui savent beaucoup de choses sur nous et qui peuvent dire beaucoup de choses à d'autres interlocuteurs que nous ne connaissons pas? Ces objets peuvent-ils protéger notre sécurité ou au contraire nous rendre plus vulnérables? C'est donc ce que nous allons voir sur ces objets du désir et aussi de la crainte avec donc Guillaume de Groisse. Vous êtes chargé des contenus à l'atelier BNP, qui est un veilleur de tendance, on peut dire, un veilleur qui très très aigu sur les tendances de ce monde qui change. Vous, Thierry Orozco, vous dirigez donc les stratégies sécurité de la société Engie Ineo. Et Dieu sait que la sécurité, vous connaissez la gestion, ce que veut dire la gestion du risque, puisque vous êtes général de gendarmerie et que vous avez dirigé le GIGN. Donc la gestion du risque et de la sécurité, vous savez ce que ça veut dire. Et Bernard Lassus, donc vous êtes le directeur du projet Linky chez Enedis. Alors ces objets du désir, qui expriment, enfin qui génèrent une grande attraction, mais tout autant de doute et de crainte. Quels en sont les bénéfices? On va déjà être dans le positif. Guillaume de Groisse. Alors effectivement, on l'a vu à la table ronde précédente, ce sujet des objets connectés, de la cybersécurité, c'est quelque part à la fois l'antidote et le poison. Donc oui, on va bien entendu prendre le côté positif et se dire que c'est avant tout l'antidote et que ça va changer notre vie, apporter des choses. Et je pense que ce qui est intéressant pour les objets connectés, c'est de reprendre, comme vous l'évoquiez à l'instant, les chiffres et de se dire, globalement, en 2009-2010, on estimait qu'il y avait un peu moins d'1 milliard d'objets connectés, tout confondu, donc effectivement, depuis le smartphone jusqu'aux lunettes, à la brosse à dents et j'en passe. Et effectivement, si on regarde ce que disent les sociétés de conseil, d'ici 2020, on aura probablement autour de 25 milliards d'objets connectés. Donc en fait, on est allé assez vite
dans le développement de ces objets connectés, dans leur capacité à se répandre dans notre vie de tous les jours, c'est que quelque part, ils apportent quelque chose, sinon on serait allé beaucoup moins vite. Mais la question qu'on pose entre ce côté positif et négatif, entre les risques, les menaces et les bénéfices, c'est la question qu'on peut poser pour n'importe quelle innovation. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même phrase thématique de table ronde avec la voiture autonome, menace ou progrès, avec le compteur intelligent, et on en parlera bien entendu juste après, menace ou progrès. Les objets connectés, c'est la même chose, menace ou progrès. Et face à n'importe quelle innovation qu'on a l'habitude de regarder quand même depuis 1978 à l'atelier BNP Paribas, donc on a un petit peu de data comme on dit aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 3 positions possibles. Il y en a une qui est de dire surtout je ne bouge pas. Je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, surtout je ne bouge pas, je reste neutre. Et ça, finalement, c'est en général la pire des solutions parce que c'est celle qui garantit très souvent la mort d'une entreprise. À côté de ça, vous avez une autre possibilité qui est de dire je vais aller vers le tout sécuritaire. Je vais me protéger avant tout, je vais protéger mon entreprise, je vais protéger mes citoyens. Et donc, quelque part, je vais consommer énormément de ressources, énormément d'énergie à créer cette sécurité. Et donc, en général, j'avance assez peu vite. Et finalement, dans les objets connectés, on a pris la 3e voie. La 3e voie, c'est de dire j'innove le plus vite possible, je répands mon innovation, je répands mes objets connectés le plus vite possible dans la vie pour que les gens les utilisent. Et effectivement, on va oublier un peu parfois la sécurité, mais on va se dire qu'on va la régler dans le temps. Et finalement, aujourd'hui, les objets connectés, on se dit, bah oui, ils sont là, ils sont de plus en plus nombreux et ils nous apportent des choses. Ils nous apportent des choses tous les jours parce que finalement, quand vous utilisez votre carte bleue sans contact, bah finalement, c'est déjà aussi un objet connecté. Et si on va un tout petit peu plus loin, imaginons dans quelques années, vous êtes dans votre voiture autonome, elle est venue vous chercher le matin et elle vous dit, bah tiens Guillaume, ce matin j'ai besoin de passer à la station-service parce que j'ai besoin de recharger ma batterie de X%. La voiture connectée, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va être interconnectée. Et c'est là la vraie valeur des objets connectés, c'est que dans cet Internet des objets, cette IoT, Internet of Things, comme disent les Américains, c'est sa capacité à interagir avec d'autres objets. Et donc, ma voiture va dire à la station-service qui est sur mon trajet, j'arrive, j'ai besoin de recharger ma batterie. On va aller à cette station-service, la station-service est prévenue, elle va recharger ma voiture, et là, qu'est-ce qui va se passer normalement? Je sors ma carte bleue, je vais payer à la caisse. Et bien là, pas du tout. Ma carte bleue, elle est intégrée à ma voiture est connectée, je suis dans ma voiture, donc quelque part, je suis authentifié. C'est une façon de gérer la sécurité. Et donc, ma voiture va se mettre en relation directement avec Total, Esso ou d'autres, va payer son rechargement et on va partir. Et finalement, le bénéfice principal de ces objets connectés dans notre vie quotidienne, et là j'ai pris un exemple, en réalité la technologie existe, ce n'est pas encore notre quotidien mais ça va venir, c'est cette capacité à nous faciliter la vie dans son interaction avec d'autres objets. Alors justement, dans les objets connectés qui, eux, font déjà partie de... Vous sentez que je vais m'adresser à vous, qui font partie déjà de notre quotidien. Il y a les compteurs intelligents. Donc le compteur Linky, qui a une belle couleur vert pomme, qui égaye nos sweet home quand on en possède déjà un, mais qui font aussi justement polémique déjà, où il y a des questionnements, des craintes sur notamment la notion des données, le côté inquisiteur de Linky. Alors les bénéfices déjà d'un objet connecté, d'un objet intelligent comme le compteur Linky. Après, on passera sur justement la problématique des données, puisque c'est souvent la question qui est posée autour de l'installation de ces compteurs. Ok, donc merci pour cette invitation. En fin de compte, la mise en place d'un objet connecté comme le compteur communicant, je dirais c'est plus le client qui est intelligent que le compteur. Mais bon, correspond surtout à 2 choses. En fin de compte, c'est un besoin collectif, un besoin d'intérêt général et un besoin plutôt tourné vers l'individu. Je crois que et la notion d'intérêt général est souvent peut-être absente de la discussion sur les objets connectés, mais elle existe. Alors pourquoi, en fin de compte, mettre en place des compteurs communicants? Le réseau électrique en France est en train de changer énormément.
On avait donc je vais essayer d'aller très vite, un réseau qui était basé sur des moyens de production très centralisés, comme des centrales nucléaires, des centrales au charbon, de l'hydraulique et autres. Et dans les années 60, 70, 80. Et ce que l'on a vu apparaître depuis les années 90, c'est l'énergie répartie, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Pour vous donner un exemple, sur le réseau de distribution français, on a à peu près 400 000 producteurs d'énergie répartie qui se trouvent n'importe où sur le réseau. Bientôt, nous aurons le chargement des véhicules électriques, le stockage. Donc on voit bien que la manière de conduire le réseau va se faire totalement différemment que par le passé. On va donc avoir besoin de données qui nous permettent, je dirais, de fournir l'électricité de qualité, quel que soit l'endroit du territoire. Et pour ça, il faut donc des données. Que fait un objet connecté? Pour un compteur communicant, il mesure et ensuite, il renvoie des données. Donc ça, et à partir de ces données, on va pouvoir piloter le réseau. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 700 millions de compteurs communicants dans le monde. Bientôt, il y en aura plus d'1 milliard dans les années 2020. Ça, c'est pour la dimension, et je vais assez vite parce que je pourrais développer, mais c'est une dimension d'intérêt général. Si on veut garder la qualité d'électricité d'aujourd'hui, il faut faire un saut technologique et donc pouvoir avoir des datas pour conduire le réseau. Puis il y a une deuxième raison, elle est plus tournée vers l'individuel. Alors l'individuel, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est pour essayer d'aller vers plus de services. Pour vous donner un exemple, quand vous voulez la mise en place d'un compteur ou changer une puissance, généralement, vous avez un service sous les 5 jours avec une demi-journée où vous êtes obligé d'attendre un technicien. L'objet connecté, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? C'est pouvoir réaliser, je dirais, des actions comme des changements de puissance, des mises en service. Et ça, vous pourrez, grosso modo, appeler un centre d'appel à 18h et le lendemain matin à 5h30, sans dérangement, sans quoi que ce soit, vous avez le service. Ça, c'est des choses qui sont quand même très intéressantes. Ensuite, deuxièmement, et il faut le savoir, sur le réseau basse tension, 220 volts pour faire simple, eh bien, nous n'avons aucun capteur, c'est-à-dire que c'est le client qui nous prévient quand il a une coupure. Eh bien, demain, avec ces compteurs, eh bien, nous pourrons scruter l'ensemble du réseau, grosso modo toutes les 10 minutes, avoir une vision précise de l'état du réseau et pour pouvoir prévenir des pannes. Donc ça veut dire que le dépannage sera beaucoup plus aisé. Et aussi en cas de tempête, en ce moment on en a quand même pas mal, c'est de pouvoir bâtir très vite des stratégies de remise sous tension du fait qu'on aura une vision du réseau. Vous avez ça, puis après j'en termine, il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis il y a une troisième chose qui est une aspiration du consommateur à être beaucoup plus acteur de sa consommation. Et donc ce que l'on fait en parallèle du déploiement de ces compteurs, nous déployons sur un site internet la possibilité pour le consommateur, s'il le souhaite, dans un espace sécurisé, un peu comme la banque, de pouvoir visualiser ses propres données de consommation et à partir de là, mieux maîtriser sa consommation s'il le souhaite. Et là, on voit bien que le compteur communicant, c'est plus un facilitateur, mais c'est le client qui fait l'action de vouloir mieux maîtriser ou voire réduire sa facture. Je vais vite pour essayer de... Un intérêt aussi qui n'est pas rien dans le contexte de la transition énergétique, aussi de pouvoir gérer les producteurs oui, tout à fait. de leur propre électricité. Vous avez raison. Ce que les autres compteurs ne font. C'est pour ça que je voulais aller assez vite aussi. Ces compteurs sont bidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils comptent dans les deux sens, que vous produisiez ou vous consommiez. Donc, ce qui fait que pour les petits producteurs, notamment de photovoltaïque, ça leur revient nettement moins cher et on peut leur donner aussi des datas qui leur permettent aussi de mieux maîtriser. Puis j'avais oublié aussi un acteur qui est très important, ce sont les collectivités territoriales qui, grâce à des mailles à définir, peuvent conduire des politiques de réduction ou de maîtrise de l'énergie. Vous prenez des villes comme Lyon, qui va bientôt être totalement équipée de compteurs communicants, ou Nice,
ont des objectifs très ambitieux vis-à-vis de la maîtrise de l'énergie de leur secteur. Donc voilà, un objet de notre quotidien, un objet intelligent qui nous offre une simplification, le fait d'être acteur de sa vie quotidienne, de son utilisation d'énergie. Mais donc le problème qui est souvent soulevé, c'est celui des données. Et c'est un problème général dans les objets connectés, puisqu'il y a 2 Français sur 3 qui pensent que ces données d'abord ne sont pas protégées, et ils se posent des questions: où vont-elles, qui les stocke, ceux qui les stockent, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Donc on est dans ce big data qui est un véritable Eldorado. Le problème des données et de leur protection et des parades sur le fait de les protéger. Une directive, je crois, va être de mise en fin 2018. Thierry Orozco sur la protection donc de ces données, puisque Big Brother là est un petit peu derrière cette problématique-là et inquiète fortement les usagers. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais simplement préciser que dans votre liste à la Prévert, moi, je m'inscris plutôt dans parler des objets connectés dans la gestion d'un territoire. C'est-à-dire qu'on va dépasser l'individu, le citoyen, pour plus parler d'une autorité, qu'elle soit élue ou étatique, qui a la charge d'un territoire. Et les objets connectés, comme vous le dites, ont 2 fonctions. Alors la première, vous en avez parlé d'abord, c'est celui de déclencher des actions. La deuxième, c'est qu'évidemment, il y a un flux montant d'informations et ce flux d'informations peut être utilisé. Alors aujourd'hui, quand on a à gérer, et là je me place uniquement dans le domaine qui est le mien, quand on a à gérer un territoire, normalement, on aime bien savoir tout ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus impatients de le savoir le plus vite possible. C'est une opportunité formidable que nous offrent les objets connectés, en effet, de nous donner tellement d'informations qu'on peut savoir pratiquement en temps réel tout ce qui se passe. Là, vous évoquez donc le contexte des smart cities, ce qu'on appelle les smart cities, les villes connectées, pour que justement elles soient simplifiées, elles soient sécurisées. Donc le projet que vous portez à Nice, qui Exactement. Qui est celui d'une ville... On parle de tout territoire, tout type de territoire. Un territoire connecté, ça peut être une ville, mais ça peut être très bien dans le cadre d'un grand industriel qui a des grandes usines ou de grandes implantations sur lesquelles il va se servir d'objets connectés. Alors, on a parlé tout à l'heure de cybersécurité ici, donc c'est pas la peine de revenir sur cette menace. Moi, je dirais simplement qu'il faut être enthousiaste. Et moi, je suis enthousiaste parce que tous ces objets connectés, ça s'impose à nous. Maintenant, on ne va pas les refuser. Ils sont là et ils seront de plus en plus là. Alors, il faut être conscient des risques, cette remontée énorme du big data. Qui utilise le big data? C'est sans doute d'ailleurs la sphère commerciale qui a le plus accès aujourd'hui à de la donnée que la sphère étatique ou la sphère des villes. Mais il faut se poser la question simplement de savoir comment aujourd'hui je me sers de ces objets connectés. Mais comment aussi sont-ils protégés? Parce qu'il y a une autre enquête d'Hewlett-Packard qui montre que 70% de ces objets ont des failles, notamment donc sur que ce soit des failles de données, ou on y reviendra tout à l'heure sur le problème des hackers. Alors là, on est dans des films qui font un petit peu peur, parce qu'il y a déjà eu quand même des dérapages, mais restons sur les données et la protection de ces données individuelles ou collectives. Les objets, ils sont là, mais la protection, est-ce qu'il y a des labels? Est-ce qu'il faut mettre des labels? Est-ce qu'il faut protéger l'objet connecté lui-même sur tout son process, sur les serveurs?
qu'est-ce qui se Non, mais passe je sur trouve que la sécurité? cette question est fondamentale. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Donc on le voit bien au travers des discussions qu'il y a autour, notamment du compteur intelligent, ou que j'appellerais moi plutôt communicant. Il y a la notion, en fin de compte, de confiance. Et cette approche a été abordée et je pense que c'est nécessaire. Alors, en fin de compte, comment nous, on aborde ce problème sur deux points. C'est un, la cybersécurité, puis deux, la protection des données. Alors, pour reprendre votre approche, on disait qu'il y avait trois postures. Disons que nous essayons de prendre la deuxième en allant quand même rapidement pour tenir nos objectifs. Alors qu'est-ce que l'on fait? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental, qu'on essaye de suivre modestement, c'est d'intégrer ces notions dès la conception des matériels. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est quand on intègre la cybersécurité et la protection des données dès la conception, eh bien là, le dispositif devient, entre guillemets, je dis bien, plus simple à intégrer. Alors comment nous avons fait, modestement, c'est de travailler avec l'ANSSI, qui était l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dès la conception, dès l'écriture des spécifications, pour pouvoir mettre en place un dispositif qui, quelque part, déjà protège le dispositif. Alors ça commence par quoi, pour être très rapide? C'est de faire une analyse de risque autour du dispositif que vous mettez en place. Vous, quelque part, vous cotez ces risques et à partir de là, vous mettez en place un ensemble de parades. Alors, pour être très concret vis-à-vis des compteurs communicants, tous les matériels sont soumis à l'ANSSI pour voir si effectivement le compteur, et puis voir les autres matériels pour savoir si quelqu'un peut rentrer dans ces matériels. Donc il donne un label, ça s'appelle une CSPN, certificat de sécurité de premier niveau. Donc là, tant qu'on n'a pas eu ce certificat, on ne pose pas le matériel. Ensuite, deuxièmement, toutes les informations qui circulent sont cryptées. Avec des systèmes relativement importants, et puis à des endroits très spécifiques de la chaîne, pour ne pas rentrer dans des aspects trop techniques, il y a ce qu'on appelle des secure elements qui permettent, en cas d'attaque, de pouvoir effacer, par exemple, les clés des différents compteurs et puis des différents matériels qui sont en relation. Et puis ensuite, il faut se protéger vis-à-vis notamment des autres systèmes d'information. Vous mettez en place des zones de sécurité informatique qui sont très très élaborées, et pour pouvoir y rentrer, ça s'appelle des ZSE pour être très précis. Ça, c'est pour la notion de cybersécurité, avec la possibilité toujours de faire évoluer le système. Le problème, c'est que nos hackers sont des gens créatifs et il ne faut pas penser qu'on a résolu le problème aujourd'hui. Il faut donc avoir un dispositif qui suit. Et puis on parle du darknet ou du deep web ou autre. On est en veille permanente et on travaille avec des personnes pour faire évoluer. Tous ces objets connectés ont aussi la possibilité de faire évoluer les firmwares qui sont à l'intérieur, les softwares, pour pouvoir les upgrader continuellement. Ça, c'est pour la partie cyber. La deuxième partie de votre question concerne la protection des données. Protection des données, en fin de compte, la donnée que nous mesurons, c'est une mesure de consommation générale qui est incapable d'aller savoir si c'est un frigo ou la salle à manger ou la douche qui fonctionne. C'est une donnée générale. Par contre, là, nous avons travaillé en fonction des recommandations de la CNIL qui définit un certain nombre de critères et qui, pour anonymiser, ça avait été dit tout à l'heure, pour que d'une certaine manière, on ne puisse pas reconstituer une approche individuelle de la donnée. Ce qui sert beaucoup d'ailleurs dans les territoires, notamment au niveau des politiques énergétiques. Donc là, on a tout un dispositif et il faut savoir que sur ces deux aspects-là, nous sommes audités, contrôlés, homologués avec des dispositifs qui sont très lourds et qui engagent personnellement les personnes d'ailleurs, qui homologuent les systèmes en termes de responsabilité individuelle. Mais les données de Linky, donc elles seront anonymes, elles sont relativement restreintes sur les notions de consommation, sans que la consommation soit affinée, si c'est votre frigo ou si vous êtes sur votre ordinateur jusqu'à 5 heures du matin. Mais on sait qu'ensuite, il peut y avoir des startups qui sont déjà sur les rangs pour
pour proposer un plus, pour ensuite optimiser cette chaîne de données. Si vous voulez, il y a, sur les données, sans vouloir rentrer dans les aspects trop techniques, il y a les données que nous traitons, nous, qui servent beaucoup aux réseaux et puis aux fournisseurs d'énergie pour faire leur billing, hein, c'est-à-dire pour faire les factures. Et puis ensuite, des données qui sont données pour les acteurs des territoires pour pouvoir, avec les autorités concédantes, villes et autres, ou régions, pouvoir mener des politiques. Donc ça, c'est un dispositif qui est très encadré. D'ailleurs, nous n'en faisons pas le commerce, hein, nous sommes un service public, donc d'une certaine manière, on ne va pas en faire un business. Hein. Alors là, après, on revient sur les notions d'open data et autres. Deuxième chose, après ces compteurs-là, ils ont, alors ça, je vais essayer d'être clair, c'est qu'après, si le client souhaite avoir des données qui lui sont plus personnelles et qu'il a envie de traiter avec un manager d'énergie et autres, il a toujours la possibilité de lui-même d'acheter un petit boîtier et il va renvoyer ces données-là. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il en fait, je n'ai aucun accès et en plus, c'est monodirectionnel, ça ne remonte pas du tout dans le système. Et c'est lui c'est lui qui prend la responsabilité de sa donnée. Hein. Et je pense que là, il y a une sphère du service public très encadrée, et puis après, il y a une sphère individuelle du client. Et là, à partir de là... Il y a un process, il y a tout un itinéraire de ces données qui se... Mais c'est sous sa responsabilité. C'est sous sa responsabilité. Justement, mais tous les objets connectés, on l'a vu, certains sont plutôt anecdotiques, ont-ils tous, je reste sur ce problème des données, ont-ils tous cette fiabilité pour protéger les données de leurs utilisateurs? Alors, je pense que la question, on doit se la poser différemment, c'est-à-dire que la question n'est pas de savoir est-ce que tous mes objets connectés vont avoir des failles ou pas. Quand on sait que c'est quand même important. Hein. Oui, mais ça a été dit juste avant, Linux a des failles, les OS de Microsoft ont des failles. Donc en fait, le sujet des failles, au-delà du fait que les hackers sont créatifs, qu'ils vont toujours trouver des nouvelles solutions, n'est pour moi pas le bon prisme pour regarder cette problématique. La problématique est plutôt de se dire à quoi sert cet objet. Je prends un exemple très personnel. Je fais beaucoup de sport, je me suis acheté une balance connectée qui mesure mon poids quand je me pèse, etc. Bon. Si quelqu'un rentre chez moi et vole les données de ma balance et les met sur Internet ou sur Facebook, je serais sans doute peut-être très embarrassé ou très fier, j'en sais rien, mais ce ne sera quand même pas très grave. Oui, mais il y a des cas où quand même c'est beaucoup plus grave. Et donc, je reviens. Exactement. Et c'est pour ça que 2015, quand une voiture, une Fiat a été piratée à distance. Je veux dire, c'est quand même un scénario relativement rude. La personne a vu ses essuie-glaces se mettre en marche, la radio coupée, et puis après, hop, moteur coupé, il était dans sa voiture, il ne pouvait plus rien faire. Bon, Fiat a quand même rappelé 1,5 million de voitures. Récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est sur un pacemaker, et le hacker a dit « Ah, mais de toute façon, moi, sur les objets connectés de santé, et ce sont des millions et des millions d'utilisateurs là aujourd'hui et potentiels, je peux prendre le contact. Donc là, c'est la vie de quelqu'un. Donc on n'est pas simplement sur la balance. Bon, en effet, vos données sur l'évolution de votre poids, c'est peut-être pas dramatique, mais il peut y avoir quand même des cas où c'est relativement soucieux. Exactement, et c'est pour ça que, comme on le fait dans n'importe quelle entreprise, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des logiques de criticité de données, c'est-à-dire que dans n'importe quelle grande entreprise, n'importe qui n'a pas accès à toutes les données de l'entreprise. Et donc, pour les objets connectés, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce fantasme d'un monde complètement sécurisé. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Donc par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que avec nos ressources qui peuvent être contraintes quand on est une entreprise, quand on est un particulier, quand on est l'État, avec nos moyens qui ne sont pas forcément toujours les plus pointus, les plus perfectionnés par rapport aux hackers, il faut qu'on sache où on va mettre notre énergie. Et effectivement, quand vous avez un objet de e-santé, un pacemaker, quand vous avez une voiture connectée,
vous n'allez pas appliquer les mêmes règles de sécurité que sur ma balance chez moi. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire passer cette idée au sein des entreprises, au sein des collectivités, au sein des citoyens, que oui, peut-être qu'il y a des failles dans les objets connectés, mais ce n'est pas grave qu'il y en ait dans certains. Ce qui est important, c'est de se dire, quand je monte dans ma voiture, si cette voiture est une voiture connectée, une voiture a fortiori autonome, je veux être sûr que là, les données sont bien protégées, que ma voiture est bien protégée. Et c'est là où, justement, on a une petite difficulté qui est aujourd'hui la donnée privée par rapport à l'intérêt général, l'intérêt public. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue données privées, si je suis dans ma voiture à moi, ma voiture autonome, je ne vais pas partager mes données. Or, la préfecture de police à Paris, la gendarmerie, etc., vont eux avoir à un moment intérêt à avoir accès à ces données. Et donc là, il y a quelque chose à résoudre qui est d'un point de vue de la régulation. Mais si on en revient aux objets connectés et à leurs failles, la vraie problématique, c'est de dire, voilà, la balance de Guillaume dans sa salle de bain, c'est pas très important. Par contre, la voiture, par contre, le pacemaker, par contre, mon compteur, doivent avoir à un moment des niveaux de sécurité et on doit s'appliquer à ce que ces niveaux de sécurité soient les bons comme on le fait dans une entreprise et ne pas dépenser de l'énergie. Quels sont justement aujourd'hui ces niveaux de sécurité ou les processus qui sont mis en place pour que ces parades, que ces pare-feux soient réellement efficaces? Alors d'abord, monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a un organisme en France étatique, l'ANSSI, qui définit des règles qui définissent les règles et des niveaux de protection des systèmes. Donc ça, on l'a. De l'autre côté, vous l'avez dit aussi, on a la CNIL qui fait qu'elle a un œil très critique sur l'utilisation de tous les 10 systèmes de façon à ce qu'ils ne soient pas détournés à des fins qui soient liberticides. Donc on a un corpus étatique qui est très normatif. Et quand on est un industriel, on a intérêt à bien regarder les normes définies et les autorisations qui sont requises. L'industriel lui-même qui développe l'objet connecté a tout intérêt à ce que son objet soit le plus protégé possible. Donc vous pouvez lui faire confiance que dès lors qu'une criticité est dévoilée, il va tout mettre en œuvre pour la corriger. Mais on est dans, là encore, le glaive et la cuirasse. L'intelligence humaine n'ayant pas de limite, vous pouvez faire la cuirasse, le lendemain il y aura un glaive qui transpercera la cuirasse et ainsi de suite. Donc c'est une lutte sans fin. Mais pour l'instant, je trouve qu'on focalise beaucoup sur cette peur de l'objet connecté ou cette méfiance vis-à-vis de l'objet connecté, alors que quand même l'objet connecté amène énormément de choses. On parlait tout à l'heure de collectivité territoriale. Je veux dire simplement que quelqu'un qui a une responsabilité de collectivité territoriale, aujourd'hui, les objets connectés vont lui permettre de dépasser des choses qu'il avait jusqu'à présent en silo. C'est-à-dire qu'il va utiliser des données d'un domaine arrivant d'objets connectés pour les utiliser dans un autre domaine, ses propres données, les données qui lui appartiennent, de manière à avoir une meilleure gestion de son territoire. Donc oui, il faut être attentif aux risques. Et il y a des risques dont, vous le disiez, tout objet développé par l'homme, toute innovation génère des l'homme qui est questionnements, dangereux que changements. l'outil en lui-même, l'usage qui peut en être fait. On a défini en France un socle normatif qui est très exigeant. Donc on peut quand même être confiant dans ce que font la CNIL et l'ANSSI. Maintenant, on pourrait parler de tout ce que les objets connectés nous amènent et tout ce qu'ils peuvent encore plus nous amener. Alors justement, au niveau de notre propre sécurité, vous pouvez nous parler de l'expérience qui est menée donc jusqu'en, je crois que c'est en février 2018 à Nice, pour justement, dans le cadre de ces smart cities, de ces villes connectées, qui peuvent être des villes plus sécurisées. Oui, alors Nice a toujours été une ville qui est assez avant-gardiste dans le domaine du numérique. Et c'est vrai qu'on travaille avec Nice de façon à leur permettre, alors que vous savez qu'une ville, c'est énormément de services, de travailler de manière beaucoup plus transversale, de façon à ce que
Le premier élu de la ville ait une vision exacte de tout ce qui se passe dans sa ville et des bonnes décisions qu'il doit le prendre, et surtout que ça se passe avec 2 axes. Un, avoir la vision globale de mon territoire, dans tous les domaines, même si parfois ce sont des services qui se connaissent mais ne se parlent pas. Et 2, avoir la vision en temps réel, c'est-à-dire pouvoir prendre une décision le plus rapidement possible en ayant le plus d'informations possible pour prendre cette décision. Vous savez que la hantise du décideur, c'est toujours de raisonner juste avec des éléments faux. Aujourd'hui, les objets connectés nous donnent plus que jamais dans l'histoire énormément d'éléments. Alors, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'éléments qu'on décide mieux. Au contraire, on peut se noyer sous une masse d'éléments. Donc là aussi, si les objets connectés, c'est un objet, un réseau et un centre d'exploitation de la donnée, centre d'exploitation qui recueille de l'information et qui ensuite va demander pour déclencher une action, là, il faut qu'on ait quelque chose qui permette d'exploiter cette donnée. Alors exploiter à de bonnes fins, évidemment, par rapport à votre question du début. Et c'est ce qu'on travaille, ce à quoi l'on travaille avec la ville de Nice, c'est-à-dire à leur permettre d'utiliser au mieux toutes les données qui existent, par exemple de dire, est-ce qu'il y a un rapport entre la sécurité, la lumière dans la ville, le passage des camions de nettoyage, les compteurs intelligents. Tout ça, ce sont des données qui remontent, qui peuvent éclairer le décideur en disant ben ça, je vais le faire comme ça, maintenant, et avec de bons éléments. Sous une forme de... Vous avez une immense tablette, c'est ça, sous laquelle vous pouvez, d'un coup de... Alors là, c'est parce que... doit gérer et oui. envoyer un groupe d'intervention ou Alors là, c'est un objet tactile. On s'est inspiré un peu de ce qui est fait sur tous les smartphones, simplement parce que cette arrivée d'objets connectés, ben vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là pour nous simplifier la vie, c'est pas là pour nous la compliquer. Les gens qui travaillent aujourd'hui dans les services appelés demain à avoir encore plus d'objets connectés ne sont pas forcément formés pour traiter beaucoup plus de solutions informatiques ou d'interfaces homme-machine informatique avec des menus déroulants, des choses compliquées. Et dans le domaine plus précis de la sécurité, quand vous avez un problème, vous aimez vous concentrer sur le problème et pas vous concentrer sur votre interface pour aller chercher la bonne question ou le bon item dans un menu déroulant. Donc on a cherché à développer quelque chose qui facilite la vie de l'opérateur ou la vie du décideur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de données, on doit travailler à traduire cette donnée et que aussi bien le flux montant il soit le plus simple possible à l'utilisation immédiate, qu'on n'ait pas besoin de mouliner des heures ou poser des tas de questions. Et la deuxième chose, que l'ordre que vous donnez qui va déclencher une action, qu'elle soit avec des hommes dans une voiture ou qu'elle soit à une caméra, elle se fasse aussi simplement que quand vous utilisez votre smartphone, c'est-à-dire que est-ce que vous avez été formé à l'utilisation du smartphone ? Non. Eh bien voilà, on peut utiliser et on a cherché à développer quelque chose de manière à ce que l'usage de tous ces objets connectés et des informations qui remontent se fasse à partir de son savoir professionnel, se concentre sur le problème qui nous est posé sans qu'on soit pollué par des choses très compliquées à gérer. C'est ce qui est fait sur les objets connectés. Et donc, toutes les villes sont amenées à devenir des smart cities, avec comme ça des plateformes digitales sur lesquelles on pourra gérer, grâce auxquelles on pourra gérer les problèmes de sécurité, les anticiper, les gérer, Alors, en tout cas, j'espère qu'elles sont toutes amenées à le devenir. Et pour devenir des villes plus sécurisées. Alors, pour devenir des villes plus sécurisées peut-être, mais surtout pour devenir des villes plus intelligentes, plus efficientes. Et ce qui fait qu'à un moment, on peut se dire que ces villes vont se transformer. Et dans la réalité, elles sont déjà en train de se transformer. Il ne faut pas croire que la Smart City, c'est simplement les États-Unis, l'Asie ou je ne sais quoi. Ça se passe en Europe, ça se passe en France. Copenhague, notamment. Entre autres. Mais
ces villes sont déjà en train de se transformer. Et elles se transforment pourquoi ? Parce que on constate quand même que les attentes des citoyens ont changé. Et finalement, tout ce que vous disiez à l'instant sur l'opérateur qui n'a pas été formé à utiliser son smartphone et donc qui n'a pas été formé à utiliser toutes ces datas, on va lui simplifier la vie, mais finalement, nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants des villes, on est habitués à avoir ce smartphone toujours dans la poche, à pouvoir gérer un certain nombre de nos actions de tous les jours, de notre quotidien grâce à ça. Et donc finalement, ce qu'on voit arriver dans les villes, ce sont des services qui répondent justement à ces attentes. Et ce qui fait que la ville va devenir une smart city, c'est qu'en réalité, elle va simplement essayer de répondre aux attentes des citoyens, leur donner accès aux data. On a parlé d'open data tout à l'heure. Et va surtout aussi leur permettre de participer. On est ici à Paris, on peut parler du budget participatif. C'est quelque part un exemple de ce qui peut être fait pour rendre la ville plus intelligente et pour rendre le citoyen plus intégré dans la ville. Donc bien sûr, il y a des sujets de sécurité derrière, des sujets de données, il y a tout un tas de problématiques qu'il faut régler, mais il ne faut pas se tromper. Quand on utilise des fonctionnaires de police pour des opérations de sécurité dans une ville, on se dit que la ville est tout à fait capable de le faire et elle va faire exactement la même chose avec nos données ou avec notre sécurité numérique. Donc il ne faut pas non plus s'angoisser en permanence sur l'arrivée de cette Smart City. Au contraire, et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'elle va nous faciliter la vie. Et donc, ces objets connectés, ils nous simplifient la vie. C'est le mot que vous mettez. Ils optimisent notre efficacité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais ils sont très présents aussi dans la vie professionnelle. Ils optimisent notre efficacité, ils nous simplifient la vie, ils nous prennent en charge. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu plus psychologique, philosophique. C'est cet homme augmenté que l'on devient peu ou prou grâce aux objets connectés, est-ce que il ne peut pas aussi être un homme diminué parce que cette prise en charge qui, à force de nous simplifier la vie, est-ce que ça n'annihile pas notre capacité à l'action, à la réaction, ça ne dessert pas notre autonomie, notre créativité aussi ? Alors, c'est vrai qu'on peut tout à fait voir les choses sous cet angle et de se dire qu'à un moment, l'intelligence artificielle, l'automatisation, les robots, les objets connectés vont ou sont en capacité de faire en sorte que l'homme ne soit plus un homme mais devienne lui-même quelque part une sorte de robot déshumanisé dans une grande chaîne. C'est effectivement une façon de voir les choses, c'est une façon très angoissante, très négative de voir les choses. Non, c'est un questionnement. Oui, mais, homme augmenté ou homme diminué. Donc, on va se dire que nous, on est plutôt favorable à l'homme augmenté, mais bien entendu que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on peut se laisser quelque part absorber dans ce monde de facilité, dans ce monde de la machine, et se dire que finalement, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de ma voiture autonome qui dit je vais passer à la pompe parce que j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai envie de dire, mais qui elle est cette voiture pour décider que c'est le moment de recharger ses batteries alors que moi j'avais envie d'aller chercher un petit pain à la boulangerie. Mais je pense que les exemples de l'histoire nous montrent que chaque fois que l'être humain a vécu sous une forme d'oppression quelle qu'elle soit, et si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, les machines pourraient devenir une forme d'oppression, il a réussi à s'en sortir. La question qui va un tout petit peu plus loin, et je vais utiliser le terme de résilience, et je parle sous le contrôle de Boris Cyrulnik, mais dans les années 80, les sociologues de l'entreprise américains ont développé un concept qui est le concept du technostress, c'est-à-dire à un moment un ressentiment des employés dans les entreprises face à l'arrivée de l'informatique. Donc c'était plutôt l'ordinateur à l'époque. 30 ans après, objets connectés, big data, digital, automatisation, on se rend compte que ce technostress, en réalité, il existe toujours. Et que dans les entreprises, on a aujourd'hui des gens qui se posent réellement la question d'une forme de déclassement au sein de l'entreprise, qui ont peur de perdre leur job face à l'arrivée de l'automatisation. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose d'humain, dans quelque chose qui est de l'ordre du sentiment. Et une des problématiques qu'on va être amené à régler dans les entreprises, mais pas que dans les entreprises, face à ça, c'est bien non plus le sujet de la confiance, mais le sujet de la défiance.
Et à partir du moment où on va être dans une logique de défiance, dans une logique de peur face aux objets connectés, il faut qu'on soit collectivement certains de notre résilience et de notre capacité à dépasser cette angoisse, dépasser cette peur, être persuadé que ces objets connectés nous apportent des choses et que l'homme restera un homme, même si il est un homme augmenté de technologie. Alors, juste une petite précision pour revenir sur l'exemple du sportif qui est à côté de nous. Quand on a inventé la voiture, a-t-on rendu l'homme plus paresseux? Peut-être un petit peu, mais ce qui n'empêche pas ceux qui veulent faire du sport de faire du sport et de garder la ligne. Je rebondirai aussi sur le terme résilience. Les objets connectés, forcément, s'ils nous simplifient, nous facilitent la vie, vont nous amener une certaine dépendance. Et dans le domaine dont je parle, n'oublions jamais qu'il faut pouvoir s'en passer. Je vais prendre un exemple simple. La semaine dernière, à Saint-Martin, il n'y avait plus d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, les objets connectés, ce sera difficile de les faire fonctionner. Donc il ne faut pas oublier de savoir travailler sans les objets connectés et de savoir s'en passer dans les moments les plus difficiles qu'une société peut rencontrer. Je me rappelle au début des années 2000, quand il y avait eu l'explosion à ZF, tout avait cessé. Il n'y avait plus de téléphone, les services de l'État n'avaient plus de radio, et bien les gens ont réappris à communiquer autrement et ils ont su le faire. Donc n'oublions pas simplement que ça nous facilite la vie, mais puisqu'on est là pour parler de résilience, ne restons pas totalement dépendants. Maintenant, je suis sûr que c'est quelque chose qui nous simplifie la vie. L'objet connecté, bon, facilite la vie, mais si vous prenez les villes, la ville, enfin, je pense que dans le monde, 80% des gens vont vivre en ville dans les futures décennies. 80%. Je pense que les villes, au-delà de plein d'enjeux, elles ont, la rareté de la ressource financière et la rareté de la ressource énergétique. Et je pense que les objets connectés, par les datas qu'ils vont mettre à disposition, vont pouvoir orienter les décideurs pour investir justement et puis consommer justement, que ça soit au niveau individuel, parce que je vois la discussion est très sur l'individu, mais aussi de manière générale et collective. Et je pense que l'utilité de l'objet connecté, il est équilibré entre une approche individuelle qui est très aussi sur l'immédiateté, parce que moi je suis le premier à vouloir les choses rapidement, et le plus d'informations, je trouve quand même que ça ouvre aussi pas mal le fait d'avoir des informations qu'on n'avait pas auparavant aussi rapidement. Puis deuxièmement, sur cette dimension quand même, pour les futures générations, c'est de se dire la ressource est rare, comment je peux mieux maîtriser ces enjeux, et je pense que les objets connectés, pour ceux qui m'intéressent plus, j'avoue, sont quand même une des, c'est pas la seule, hein, mais une des pistes qui vont nous permettre d'envisager l'avenir plus sereinement, je dirais. Vous avez combien d'objets connectés? Alors là, vous-même à titre d'individu. Là j'en ai quelques-uns. J'ai une montre qui est bien pratique pour avoir des informations sans déranger personne dans les réunions. J'ai un smartphone. J'ai une balance aussi parce que je me Grand succès des balances. Je me suis dit aussi de mettre en place des objets connectés sans les utiliser moi-même. Je pense que ça ne serait pas très exemplaire. Et je pense que pour reprendre la notion de confiance, défiance, mais je pense qu'il faut il faut pouvoir prouver la confiance. Et donc, je dirais, si un pilote d'un projet d'objets connectés de lui-même ne s'en sert pas, ça serait pas mal. Thierry Oroscoe, vos objets connectés? Eh bien, un peu pareil. Hein. En plus, moi, un j'ai un objet pèse-personne, connecté. un bracelet de santé? Non, pas de bracelet de santé, mais un compteur intelligent sur mon VTT. Ouais. Puis le smartphone. Alors, le smartphone en lui-même, il recense énormément de choses, quoi. C'est un objet qui ouvre à des dizaines de fonctions. Vous, Guillaume, vous en avez plein, je suis sûr.
Plein, je sais pas à quel chiffre on met plein, mais Non, vous avez moi j'ai la chance d'en avoir un petit peu en avance, c'est que on dit que d'ici 2021, les Français auront une trentaine d'objets connectés. Et parfois sans le tout savoir, azimut. c'est aussi ça Oui, qui est voilà. intéressant. Mais donc effectivement, moi j'en ai un peu particulier que mes camarades de San Francisco m'ont envoyé par la poste il y a 2 ans, qui est le boîtier Amazon Alexa, hein, qui est donc ce Oui. cylindre en plastique qui s'allume bleu, à qui on peut parler. Le vocal, oui. Voilà, donc ça c'est vrai que si on revient là effectivement à l'individu, hein, dans nos maisons, demain il y a de fortes chances que via notre smartphone peut-être, mais en tout cas via ces objets connectés, d'ailleurs Apple Amazon, Apple et Google ne se sont pas trompés, hein, ils ont tous les 3 aujourd'hui développé une technologie qui permet de communiquer dans la maison. Donc voilà un objet connecté, voilà un objet intelligent qui va nous permettre, je pense comme le smartphone il y a quelques années, hein, il y a 10 ans on n'avait pas de GPS sur nous tous les jours, de faire de nouvelles choses, de nous ouvrir à de nouvelles choses et de nous connecter beaucoup plus à Internet, de nous connecter beaucoup plus aux autres et je pense effectivement d'optimiser quelque part notre vie de tous les jours. Merci. Merci. Merci à Thierry Orozco, Bernard Essu et Guillaume de Groise.